Donc pour le TD d'aujourd'hui, donc on va traiter du redresseur à diode, et donc le sujet que l'on va traiter, c'est le type de redresseur le plus courant quand on est en monophasé, à savoir un redresseur de type PD2. Donc l'autre terme courant, c'est pont de Gretz dans ce cas de figure. Donc le schéma vous est rappelé dans l'énoncé du TD. Et donc on va commencer par étudier ce redresseur comme alimentant une charge purement résistive de 10 ohms, et donc à partir d'un réseau électrique tel qu'on a en France, donc à savoir un réseau de valeur efficace 230 volts. Donc c'est pas indiqué, mais donc par la suite on sera amené à calculer un filtrage. Donc la fréquence du réseau, ça sera du 50 Hz, hein. Et donc le cadre de l'étude, ça sera de supposer que les diodes constitutives du pont redresseur sont idéales. Donc avec des diodes qui sont parfaitement passantes, donc une chute de tension qui est nulle à leur borne lorsqu'elles laissent passer le courant, et qui sont parfaitement bloquées lorsqu'on applique une tension négative à leur borne, donc on aura un courant parfaitement nul. Donc un redresseur qui sera sans perte. Donc le point de départ, la première question, donc on va passer un petit peu de temps et quelques slides dessus. Ça consiste à établir les relations d'amorçage et de blocage des diodes en s'appuyant sur les deux cellules de commutation D1, D2 d'une part et D3, D4 d'autre part. Et donc on vous dit que la tension réseau, elle est de la forme V efficace fois racine de 2 fois sinus oméga t, avec oméga qui vaut 2pi fois 50 radians par seconde, logique vu qu'on est à 50 Hz, 2πf. Et donc établir les intervalles de temps de conduction et de blocage des 4 diodes du pont et en déduire les formes d'ondes VDC, IDC, I-réseau, connaissant le V-réseau. Donc ça suppose une mise en équation d'abord. Donc la mise en équation, on vous suggère de mettre en évidence les cellules de commutation, donc la cellule du haut qui est dite à cathode commune parce que les deux diodes D1 et D2 sont reliés par leur cathode, et le D3 et D4, ces deux diodes, elles sont reliées par leur anode, donc c'est une cellule à anode commune. Et donc j'ai rajouté sur le schéma les courants dans les 4 diodes. Ils sont tous dirigés vers le haut, c'est le sens conventionnel du courant qui va effectivement pouvoir circuler dedans. Donc ID1, ID2, ID3, ID4 sont positifs en temps normal quand les diodes sont passantes, et ils valent 0 quand les diodes sont bloquées. Et les chutes de tension au bord des diodes, on est en conversion récepteur, donc les courants étant dirigés vers le haut, les chutes de tension au bord des diodes sont dirigées vers le bas. Donc il y a les 4 tensions VD1, VD2, VD3 et VD4. Et donc ce circuit, en fait on a 4 nœuds qui sont importants, donc le nœud du bus continu en haut, au niveau des cathodes communes, le nœud au niveau des anodes communes en bas, et ensuite les nœuds au niveau des deux bornes du réseau AC. Donc on va avoir 4 équations au nœud, et au niveau des tensions on va avoir une maille entre le réseau et la cellule du haut, une autre maille entre le réseau et la cellule du bas, et ensuite donc on peut définir des mailles entre la charge et un bras du redresseur, donc c'est pas une cellule mais D2 et D4 ça forme un bras, et aussi entre la charge et l'autre bras D1 et D3. Donc c'est pas des équations qui sont toutes linéairement indépendantes, mais là ça permet de dresser toutes les équations qu'on peut poser à partir de ce circuit en tension et en courant. Et donc on va piocher dans ces équations là
pour décrire les états possibles du redresseur. Je vous ai dit qu'à chaque fois qu'on étudie l'état du diode, on a une égalité associée à une inégalité. Donc une diode générique D1, DK, donc avec K qui vaut 1, 2, 3 ou 4 hein, ici, si DK est on, VDK est nul. On est toujours dans le contexte d'une diode idéale. Et ça n'est vrai que tant que le courant qui la traverse est positif. L'autre état possible, la diode DK off, ça correspond à un IDK qui est égal à 0. Là, l'égalité, c'est sur le courant. Et ça n'est vrai que si VDK est négatif. Et à partir de ce constat-là, alors si on s'intéresse à DK on, parce qu'on peut faire les raisonnements avec les DK off aussi, mais c'est le choix que j'ai fait ici, c'est de reformuler les équations du circuit en partant d'une hypothèse. Donc en entourant la première équation de tension de maille VD1 moins VD2 égale V réseau, et en considérant l'état on d'une diode, et en l'occurrence D1. Donc si D1 est on, ça veut dire que VD1 est égal à 0. Donc dans cette équation-là, ça va donner tout simplement moins VD2 égale à V réseau. Et donc là, l'hypothèse, de toute façon, on va s'intéresser à des intervalles de temps et pas à des valeurs ponctuelles de V réseau. Donc si V réseau est différent de 0, alors pour avoir moins VD2 égal à V réseau, il faut nécessairement que V réseau soit positif. Parce que on doit avoir VD2 non nul, et VD2 non nul, ça veut dire que D2 est off, et il faut que ce soit négatif. Donc moins VD2 égale à V réseau, V réseau positif, ça fait bien un VD2 qui est négatif. Et donc ça correspond à avoir une diode D2 off. Et en ce qui concerne la deuxième équation, VD4 moins VD3 égale à V réseau, donc là, on considère toujours les équations et inégalités associées à un DK on. Donc là, je considère D4 on et V réseau égale à 0. Différent de 0, pardon. Il faut que V réseau soit positif pour avoir VD3 égale à moins V réseau. Parce que donc là, ça va être VD3 qui va être non nul. Et donc pour que ce soit non nul, il faut que ce soit négatif. Et donc il faut que V réseau soit positif. Donc là, là j'ai pas choisi n'importe comment les diodes qui sont on. On s'aperçoit que pour que lorsque D1 doit être on, il faut que V réseau soit positif, et pour que D4 soit on, il faut que V réseau soit positif aussi. Donc D1 et D4 sont en conduction en même temps, si V réseau est positif. Donc c'est ça le bilan général. Pour V réseau positif, D1 et D4 sont on, et D2 et D3 sont off. Maintenant, raisonnement avec D2 on. Donc on reprend la première équation en tension, et donc si VD2 est égal à 0 parce qu'elle est on, ça fait VD1 égal à V réseau. Et VD1 ne peut être non nul que s'il est négatif, ça veut dire que D1 est off, et donc il faut que V réseau soit négatif. Donc D1 est off et D2 est on lorsque V réseau est négatif. Et une fois qu'on a compris comment on s'y prend, on refait le même raisonnement avec l'autre équation de maille, VD4 moins VD3 égale à V réseau. Et donc là, cette fois, c'est si D3 est on, ça veut dire que VD3 est égal à 0, on va avoir VD4 égale à V réseau. Et donc pour que ce soit non nul, il faut que VD4 soit négatif, et donc que V réseau soit négatif. Donc D4 est off lorsque V réseau est négatif, et D3 est on. Donc là encore, on a un bilan qui est lorsque V réseau est négatif, D2 et D3 sont on, et D1 et D4 sont off. Donc là, on a permis avec ce petit raisonnement de déterminer les intervalles de conduction des 4 diodes en fonction du signe de la tension V réseau.
Et au passage, ce raisonnement n'implique rien sur la nature du courant IDC. Donc la charge, là pour l'instant, qu'elle soit résistive ou d'une autre nature, ça ne change rien. Le résumé de ce qu'on a établi, c'est que donc lorsque V réseau est positif, on a D1 et D4 qui sont on, et D2 et D3 sont off. Et donc là, on s'était juste intéressé à l'état des interrupteurs en fonction de la tension en entrée. Maintenant, on veut savoir comment ça se répercute en sortie. Donc on va avoir besoin des équations de Maille liées à la sortie avec VDC. Donc, première chose, on a moins VD2 égale à V réseau, moins VD3 égale à V réseau. Et dans le même temps, si on utilise ces équations-là, qui ne sont pas entourées, mais bon, donc je vous rappelle que D1 et D4 sont on, donc VD1 et VD4 disparaissent. On a VD3 plus VDC égale à 0, et VD2 plus VDC égale à 0. Donc ces deux équations-là. Et avec ces deux paires d'équations, ça, si on remplace VD2 par moins V réseau là-dedans, et VD3 par moins V réseau là-dedans, on trouve ces deux égalités-là, qui sont identiques, et qui conduisent tout simplement à écrire que VDC est égal à V réseau. Donc bon, ça c'est une évidence, une fois qu'on a fait le dessin en remplaçant D1 et D4 par des fils et D2 et D3 par des circuits ouverts, VDC est égal à V réseau. Et autre répercussion de cet état de diode lorsque V réseau est positif, eh bien on s'aperçoit que IDC et I réseau sont identiques. Ils sont positifs, donc I réseau est égal à IDC et donc positif. Donc toujours pour V réseau positif. Et puis donc une fois qu'on a fait ça pour l'état D1 D4 on et D2 et D3 off, on inverse les rôles. Donc lorsque V réseau est négatif, D1 et D4 sont off et D2 et D3 sont on. Et donc ça a cette conséquence-là sur le couple d'équations qu'il y a là, VD1 égale V réseau, VD4 égale V réseau. Et ensuite on répercute ce résultat-là sur le deuxième couple d'équations qu'on a ici. Donc on remplace VD2 et VD3 par 0. Donc on a VD1 plus VDC et VD2 plus VDC sont tous les deux égales à 0. Et on remplace VD1 plus VDC et VD4 plus VDC sont tous les deux égaux à 0. Et si on remplace VD1 et VD4 par leur valeur, V réseau, on aboutit tout naturellement au même résultat pour ces deux équations, qui est VDC égale moins V réseau. Et lorsqu'on a, ça, on a V réseau qui est négatif. Donc moins V réseau est positif. Donc le bilan, c'est que VDC est positif dans les deux cas. Si V réseau est positif, on a VDC égale V réseau. Et si V réseau est négatif, on a VDC égale moins V réseau. Donc VDC est à chaque instant positif ou nul. Et en ce qui concerne les courants, bien lorsque D2 et D3 sont on, le bilan c'est qu'on va avoir I réseau est égal à moins IDC. Et donc là pour le coup il sera négatif car IDC est toujours positif ou nul. Donc ça, le IDC toujours positif ou nul, ça c'est une évidence de par les équations, mais c'est une évidence aussi quand on voit le schéma. Les courants ID1, ID3 et ID1 et ID2 sont toujours positifs ou nuls, et vu que pour avoir IDC on fait la somme de ces deux courants, un courant positif ou nul plus un courant positif ou nul, ça va donner un courant positif ou nul. Donc voilà. Et donc le bilan complet, c'est que lorsque V réseau est positif, on a VDC égal à V réseau qui est positif, et I réseau qui est égal à IDC qui est positif. Donc avec les états D1 et D4 on et D2 et D3 off. Et lorsque V réseau est négatif, on a VDC qui est égal à moins V réseau,
et qui est donc positif, et I réseau qui est égal à moins IDC, qui lui est négatif, avec D1 et D4 off, et D2 et D3 on. Donc en termes de comportement, on a un comportement de redresseur de tension, quand on va de l'entrée vers la sortie, avec IDC qui est égal à la valeur absolue de V réseau, quel que soit V réseau. Et en sens inverse, quand on va de la sortie vers l'entrée, on a un comportement d'onduleur de courant, avec I réseau qui est égal à plus ou moins IDC, suivant les diodes en conduction. Donc avec un signe plus si on a D1 et D3, D1 et D2 on, et moins sinon. Donc là, ça peut sembler bizarre de parler d'onduleur de courant, mais en termes de modélisation, typiquement quand on a une charge de type source de courant, ou RL, c'est elle qui va imposer le courant, et le, le modèle du redresseur va se contenter de calculer le courant nécessairement présent en entrée, connaissant le courant en sortie. C'est en termes de causalité, la modélisation se fait dans ce sens-là. De l'entrée vers la sortie quand on calcule les tensions, et de la sortie vers l'entrée quand on calcule les courants. Et c'est exactement le même principe que pour un onduleur d'ailleurs. Sauf que les rôles sont inversés. Un onduleur de tension, comme on l'a vu dans les cours précédents, il se comporte en onduleur de tension et en redresseur de courant. Ce qui est logique, vu que c'est exactement la fonction inverse. Un convertisseur onduleur, c'est un convertisseur DC-AC, et là, un redresseur, c'est un convertisseur AC-DC. Donc après, en termes de forme d'onde, on y arrive, parce que c'était quand même ça qui était demandé. Vous considérez que vous avez une tension sinusoïdale V réseau qui a une expression V fois racine de 2 sinus oméga t. Donc l'amplitude, c'est V racine de 2, je la note V max ici. Et donc c'est une sinusoïde. Donc ça part de 0. Et donc on a la période complète 0 à 2π. Donc c'est θ égale oméga t. Donc j'ai tracé en pointillé l'opposé de V réseau, moins V réseau. Et donc, lorsque V réseau est positif, on a D1 et D4 qui sont on, et on va avoir une tension de sortie qui sera égale à plus V réseau. Et lorsque V réseau est négatif, on a D2 et D3 qui sont on, et on aura VDC égale moins V réseau. D'où l'importance d'avoir le tracé de moins V réseau. Donc voilà ce que ça donne. VDC, le tracé en rouge, c'est égal à plus V réseau pendant l'intervalle 0π et moins V réseau pendant l'intervalle π de π. Donc cette tension est 2π et π périodique. Pardon. En ce qui concerne le courant, si on est sur charge résistive, le courant il va avoir la même forme que la tension, parce qu'on a I égale V sur R, donc IDC égale VDC sur R, donc ça a la même forme à une échelle différente. Et en ce qui concerne le courant réseau, en fait, lorsque D1 et D4 sont on pendant la première alternance, on va avoir I réseau égale à IDC. Et lorsqu'on a D2 et D3 qui sont on aura I réseau est égal à moins IDC. Donc ça a fait cette courbe-là. Et ça a le bon goût d'être une sinusoïde. Donc en fait, le courant en entrée du redresseur, il est parfaitement sinusoïdal, tant qu'on est dans le contexte d'un redresseur idéal, avec des diodes sans seuil. Alors, question extrêmement compliquée. Quel est le taux de distorsion harmonique du courant I réseau? Comme on vient de s'apercevoir que I réseau est parfaitement sinusoïdal, le taux de distorsion harmonique du courant I réseau, qui, je vous rappelle, est un ratio entre la valeur efficace des harmoniques de rang supérieur ou égaux à 2 divisé par soit la valeur efficace totale, soit la valeur efficace du fondamental, mais bon, peu importe, ça change rien. Le fait est que dans ce ratio, le numérateur, les harmoniques de rang supérieur ou égaux à 2, vu qu'on a une sinusoïde fondamentale, il n'y a pas d'harmonique de rang supérieur ou égaux à 2, ce taux vaut 0. Voilà. Donc la réponse elle est immédiate. Le courant I réseau est parfaitement sinusoïdal
Donc le taux de distorsion est nul, quelle que soit la définition de ce taux. Alors question suivante, calculer la valeur moyenne de VDC sur une période t égale 2pi sur oméga. Donc là ça suggère une intégrale dans le domaine temporel, mais autant rester dans le domaine angulaire avec une variable d'intégration θ. Donc on vous demande la valeur moyenne de VDC et la valeur moyenne de IDC. Donc la valeur moyenne de VDC, c'est ça qui nécessite un calcul, parce que l'autre est évident. Donc c'est 1 sur pi, parce que l'intervalle, la période angulaire de ce signal, c'est pi. 1 sur pi, intégrale de 0 à pi de Vmax sinus θ dθ. Donc le Vmax, on le sort de l'intégrale. Donc on va avoir du Vmax sur pi, intégrale de 0 à pi de sin θ dθ. La primitive de sin θ, c'est moins cos θ. Et moins cos de pi, ça fait moins 1, donc 1. Moins cos de 0, donc plus cos de 0, qui vaut 1 aussi. Et donc ça fait 2. 2 Vmax sur pi. Et donc si on se ramène à la donnée du problème, qui est la valeur efficace V, ça fait 2 V racine de 2 sur pi. Et donc si V égale 230 volts, on trouve 207 volts de valeur moyenne. Alors, et comme en instantané, on a VDC égale RIDC, donc c'est une charge purement résistive, on peut dire que la valeur moyenne de VDC est égale à la valeur moyenne de RIDC, et la valeur moyenne de RIDC, c'est R fois la valeur moyenne de IDC. Donc, IDC moyen est égal à VDC moyen sur R, donc on prend la valeur que l'on a pour VDC moyen, et on divise par R, et R valant 10 ohms, on a 20,7 ampères. Bon, jusque là, ça devrait pas être trop compliqué. Ensuite, quelle est la puissance consommée par la charge? Quelle est la puissance prélevée par le redresseur sur le réseau? En fait, c'est la même, parce que donc on a un rendement unitaire de notre redresseur, donc on va le calculer une seule fois. Le truc, c'est de savoir où se mettre pour faire le calcul. Là, il faut faire attention, il y a un piège. Ni VDC ni IDC sont constants, donc on n'a pas le droit de dire que P est égal à VDC moyen fois IDC moyen. Ça ne marche pas. Pour pouvoir appliquer des calculs côté sortie, on peut faire le calcul d'un VDC moyen fois un IDC seulement si IDC est constant. Donc là, le raisonnement côté charge ne marche que si l'une des deux grandeurs est constante. Il est plus simple de se placer côté réseau, parce que côté réseau, la tension et le courant sont sinusoïdaux, ça on l'a vu, et en phase. Ça on l'a vu aussi d'après la forme d'onde. Et donc en fait, tout se passe comme si le redresseur n'était pas là. Au niveau du réseau, on a un courant sinusoïdal qui a une amplitude qui est Vmax sur R. Et donc, en termes de puissance dissipée par une charge R sur un réseau de monophasé de valeur efficace V, P c'est V carré sur R. Et donc si on fait l'application numérique avec V égale 230 volts et R égale 10 ohms, on trouve 5290 watts. Et donc forcément, cette puissance, on l'a en entrée et en sortie. Et donc l'erreur à ne pas faire, c'est de faire 207 fois 20,7, parce que là, pour le coup, ça ne donnerait pas la bonne valeur. Alors, ensuite, quelle est la résistance équivalente R-1 à l'ensemble redresseur plus charge vu par le réseau? En fait, j'ai déjà donné la réponse à la question précédente. Tout se passe comme si on avait une résistance R branchée sur le réseau. Donc R équivalent 1, c'est R, tout simplement. Ce qui ne sera pas tout à fait le cas dans l'étude qui suit. Surcharge de type source de courant. Alors, partie 2 justement,
on considère un redresseur à double alternance sur source de courant idéal. Donc dans cette partie, on considère toujours que le redresseur est alimenté par une source de tension idéale, donc sinusoïdale, mais la charge alimentée est supposée être une source de courant constante, idéale, I0. Donc, IDC de T est égal à grand I0 est égal à une constante. Donc refaire l'étude du montage de la question 1.1 avec cette nouvelle charge, en déduire les nouvelles formes d'ondes VDC, IDC et I-réseau. Donc là je vous rassure, il n'y a pas à repasser un certain nombre de slides. Les états des diodes ne dépendent pas de la nature du courant de sortie. Les états des diodes ne dépendent que des tensions qu'on applique effectivement en entrée. Donc si V-réseau est positif, on va avoir D1 et D4 on, et si V-réseau est négatif, on va avoir D2 et D3 on. Par contre, en ce qui concerne IDC et I-réseau, bien évidemment, les formes d'ondes seront radicalement différentes. Donc c'est ce que je mets ici. Donc pour IDC, c'est une constante, donc c'est une droite horizontale parfaite. Et en ce qui concerne I-réseau, I-réseau est égal à plus IDC lorsque D1 et D4 sont on. Donc I-réseau sera égal à I0 pendant l'intervalle 0 pi. Par contre, il sera égal à moins IDC pour l'intervalle pi de pi, lorsque D2 et D3 sont on. Donc voilà ce que ça donne. I-réseau vaut I0 pendant le premier intervalle et moins I0 pendant le deuxième intervalle. On va avoir un courant carré. Alors, sur ce courant-là, on vous demande de calculer sa valeur efficace. C'est assez simple, hein. Alors, du fondamental et la valeur efficace. Donc là, je commence par répondre à la deuxième partie de la question. Vous avez un courant qui vaut plus ou moins I0. Et donc, pour calculer la valeur efficace, je vous rappelle, le terme anglais c'est RMS, root mean square, racine carrée de la moyenne du carré. Donc, plus ou moins I0 au carré. Ça fait I0 au carré, quoi qu'il arrive. Donc, ça va faire un I-réseau au carré, c'est une constante qui vaut I0 au carré. La moyenne d'un signal constant, c'est cette constante. Donc, la moyenne de I-réseau au carré, c'est I0 au carré. Et la racine carrée de ça, racine carrée de I0 au carré, c'est I0. Donc voilà le résultat. Donc valeur efficace de I-réseau égale à I0. Donc ça c'est la valeur efficace totale. Maintenant en ce qui concerne le fondamental uniquement. Donc c'est un signal carré, donc qui reste la moitié du temps à plus I0, l'autre moitié du temps à moins I0. Donc là, on ne va pas se relancer dans les calculs de coefficient de Fourier. Pour un signal carré, ça vaut 4 sur pi fois la valeur crête du signal. Donc 4 I0 sur pi. L'amplitude du fondamental, c'est ça. 4 I0 sur pi. Et donc c'est une sinusoïde de fréquence oméga, de pulsation oméga. Et donc sa valeur efficace, il faut diviser par racine de 2. Donc, avec un racine de 2 au dénominateur, ça se simplifie, ça va faire du 2 racine de 2 fois I0 sur pi. Donc on a la valeur efficace totale et on a la valeur efficace du fondamental. Ce qui va nous être utile pour calculer le taux de distorsion harmonique du courant I-réseau. Donc je vous rappelle, le taux de distorsion harmonique, il y a deux formules. Là, on va calculer le THD, le Total Harmonic Distortion. Donc on considère au dénominateur la valeur efficace totale du signal, donc I0. Et au numérateur, là ce numérateur ne change jamais, c'est la valeur efficace totale des harmoniques de rang supérieur ou égaux à 2. Et donc pour s'en sortir, il faut appliquer le théorème de Parseval. Si vous connaissez la valeur efficace totale d'un signal et que vous connaissez la valeur efficace du fondamental, bien le fait est que la valeur efficace des harmoniques de rang supérieur, c'est la racine carrée de la valeur efficace totale au carré, moins la valeur efficace fondamentale
au carré. Et donc, le I0 peut se mettre en facteur, enfin le I0 carré peut se mettre en facteur de ce terme sous la racine. Donc on le sort de la racine, on a un I0 devant. Racine carrée de 1, forcément le fondamental c'était I0 carré fois 1, donc on a un 1 ici. Et ici, le deuxième terme, moins 2 racines de 2 sur pi, le tout au carré, donc ça va faire 4 fois 2 sur pi carré, donc 8 sur pi carré. Et donc ça, c'est le numérateur de notre THD. Et le dénominateur, c'est I0. Donc le THD, c'est tout simplement racine carrée de 1 moins 8 sur pi carré. Oui, d'ailleurs, il manque un égal. Ouais, faudrait que je fasse la correction. Alors, je reviens. Égal. À partir de la diapo actuelle. Voilà. Et donc en valeur numérique, donc je vérifie que vous revoyez bien mon PowerPoint, donc c'est bon. Ça fait 0,435, donc ça fait un taux de distorsion harmonique de 43,5%, ce qui est assez considérable en termes de taux de distorsion harmonique. C'est un très mauvais taux de distorsion harmonique, ce qui est logique vu qu'un carré c'est quand même très éloigné d'une sinusoïde. Parce que le THD, ça rend compte de ça. C'est le degré de l'éloignement du signal que l'on observe par rapport à une sinusoïde pure. Question suivante. Quelle doit être la valeur de I0 pour que la puissance absorbée par le redresseur soit identique à celle de la question 1.3? Donc je vous rappelle, à la question 1.3, on avait 5290 watts, je crois. Et donc là, on veut la même chose. Donc là, pour le coup, le courant en sortie est constant. Donc, seule la tension moyenne contribue à la puissance. Donc là, on a le droit de dire que P est égal à VDC moyen fois I0. Et VDC moyen, c'est 2V max sur pi, donc c'est-à-dire à 2V racine de 2 sur pi, donc fois I0, donc ça fait cette formule-là. Et donc, ce qu'on veut, c'est connaître I0 pour un P donné. Donc, en fait, on inverse cette relation. I0 est égal à pi fois P sur 2V racine de 2. Et donc, l'application numérique, avec P égale la puissance qu'on avait à la question 1.3, on trouve 25,5 ampères, à peu près. Alors, question suivante, calculer le facteur de puissance, alors là il est noté lambda, lambda ou FP, peu importe, égal à P sur S, en entrée de redresseur. Donc je vous rappelle, P c'est la puissance active, S c'est la puissance apparente, donc P on vient de le calculer, enfin d'ailleurs on a calculé le I0 nécessaire pour avoir le P que l'on voulait, qui valait 5290 watts, et S, c'est la valeur efficace de la tension fois la valeur efficace du courant, donc, vu qu'on est en monophasé. Sinon, ça aurait été 3 fois la valeur efficace de la tension fois la valeur efficace du courant en triphasé. Tension simple. Donc là, le V on l'a, c'est 230 watts. 230 volts, pardon. Et I0, en fait, pourquoi c'est I0? On est en entrée du redresseur, et en entrée du redresseur, on a plus ou moins I0. Et je vous rappelle que la valeur efficace, on l'a déjà écrite, c'est I0. Donc 25,5 ampères. Et donc le produit des deux vous donne 5875,7 voltampères, et on en déduit lambda égale P sur S à peu près égal à 0,900. Alors là pour le coup, on fait le calcul à partir de valeurs numériques. Ce résultat-là, c'est un résultat général qui ne dépend pas de la puissance qu'on injecte dans la charge. Dès lors qu'on a une charge de type source de courant constante sur un redresseur, et que le redresseur est idéal, le facteur de puissance auquel on s'attend, ça a une valeur numérique bien précise qui vaut à peu près 0,900, on l'a vu en cours, et donc je vous ai donné la valeur
littérale. J'ai plus l'expression en tête, mais donc on trouvait 0,900. Alors, en ce qui concerne la question 2.6, là on vous demande, un petit peu comme dans la première partie, de calculer une résistance équivalente au premier harmonique. Donc c'est ça la question 2.6. Donc l'idée elle est toute bête, hein, c'est que le courant absorbé en entrée, c'est un courant de type carré, dont l'amplitude du fondamental vaut 4I0 sur pi, et dont la valeur efficace vaut 2 racines de 2 I0 sur pi. Et donc avec un I0 qui vaut 25,5 ampères, on peut dire que le I réseau 1, donc la valeur efficace du courant fondamental sur le réseau, vaut 23 ampères. Et en fait, il n'y a pas de surprise. La tension efficace sur le réseau valant 230 volts, si on fait le ratio tension efficace sur courant efficace, on va trouver une résistance. On a le droit de dire que c'est une résistance parce que on fait le ratio entre la tension efficace d'une sinusoïde avec une tension efficace sinusoïdale sur un courant efficace sinusoïdal de même fréquence. Et donc le ratio vaut 10 ohms. Ce qui est logique parce que ce que l'on voulait, d'après le calcul, c'est consommer la même puissance sur le réseau avec cette nouvelle charge par rapport avec la charge résistive. Donc en fait, la puissance n'étant consommée que par la composante fondamentale du courant sur le réseau, il faut que ce courant soit identique au courant qu'on avait avec une charge purement résistive. Alors par contre, ce qui sera assez curieux à voir, c'est que pour s'approcher du courant que l'on souhaitait ici, on sera amené à faire une charge réelle de type RL, et le R que l'on va mettre en œuvre ne va pas valoir 10 ohms. Donc ça, c'est une petite curiosité mathématique. Mais bon. Donc, maintenant qu'on a vu ce qui se passait avec une charge de type source de courant, on va étudier une charge réelle de type source de courant, qui est en fait une charge RL, qui s'approche d'un comportement source de courant dans certaines conditions. Donc là, on considère un circuit RL série. Première question, en admettant qu'un régime établi peut être atteint, que peut-on dire de la tension moyenne aux bornes de l'inductance L? C'est exactement le même genre de question qu'on retrouve sur toutes les alimentations à découpage. Dès lors qu'on a un régime établi, que toutes les grandeurs sont périodiques dans un convertisseur quel qu'il soit, la tension aux bornes des inductances, la tension moyenne aux bornes d'une inductance vaut 0. Si elle ne vaut pas 0, on n'est pas en régime établi. Donc voilà. Donc, comme dans tous les convertisseurs, elle est nulle. Ensuite, le but étant de lisser le courant IDC pour le rendre quasiment constant. Que peut-on dire de la tension aux bornes de la résistance? Là, il suffit d'abord de poser la loi des mailles. La tension fournie par le redresseur, ça vaut VDC, c'est VR plus VL. On somme les tensions aux bornes des deux composants R et L. Ensuite, on vous dit que la tension aux bornes de la résistance, donc le courant va être quasiment lissé. Or, la tension aux bornes d'une résistance, VR, c'est RI. Alors je ne l'ai pas réécrit, mais donc si I est quasiment constant, VR va être quasiment constant. Donc on peut l'approximer en disant que VR c'est égal à sa valeur moyenne, et c'est égal à une constante qu'on note grand VR. Or, quand on a une égalité instantanée VDC égale VR plus VL, on peut dire que la valeur moyenne du membre de gauche est égale à la valeur moyenne du membre de droite. Or, la valeur moyenne d'une somme est la somme des valeurs moyennes. Et comme on a dit que VL moyen est nul, eh bien il va rester VDC moyen est égal à VR moyen est égal à VR, tout simplement. Et donc, on aura VR
qui va pas dépendre de L, et qui va pas dépendre de R, qui va tout simplement être égal à 2V max sur pi, et donc 2 fois racine de 2 fois V sur pi. Donc là, c'est simple. Déduire des deux questions précédentes les formes d'onde de la tension VL aux bornes de l'inductance et de VR aux bornes de la résistance. Première chose, on rappelle ce que la forme de VDC. Ensuite, on vient de voir que VR, c'est la valeur moyenne de VDC, tout simplement. Donc VR, c'est 2 Vmax sur pi. Et donc, on a vu que VDC est égal à VR plus VL. Donc en fait, l'écart entre la courbe rouge et la courbe et la droite bleue, c'est VL. Donc VL, c'est VDC moins VR. Donc en fait, je prends la courbe rouge et je la décale vers le bas de la quantité bleue. Et ça me donne cette nouvelle courbe mauve. Donc le VL instantané vaut ça. Donc il passe par des valeurs négatives et par des valeurs positives. Ce qui est logique vu qu'on veut qu'en moyenne ça fasse 0. Alors, question suivante. Donner la valeur de la résistance R permettant d'avoir un courant IDC à peu près égal à I0, égal à celui, à celui calculé à la question 2.4. Donc il y a un là en trop. À la question 2.4, on avait I0 est égal à pi p sur 2v racine de 2, c'est-à-dire 25,5 ampères. Ici, on admet que la résistance R voit la tension moyenne en sortie du redresseur. Ça, on a déjà fait sa valeur numérique, c'est 207 volts. Donc, si on veut absorber un courant de 25,5 ampères sous 207 volts, le ratio entre les deux, ça n'est pas 10 ohms. Ça sera un peu plus petit. Il faut une résistance R qui vaut 8,106 ohms. Donc, c'est ça la petite curiosité mathématique. Et le petit miracle là-dedans, c'est qu'avec une résistance de 8,106 ohms, en série avec une bobine, vue du réseau, dans des conditions de lissage suffisant, ça sera équivalent à une résistance de 10 ohms. Question 3.5. À partir des formes d'onde de la question 3.3, calculer l'ondulation de courant delta IDC sur une demi-période réseau T sur 2. Alors pourquoi une demi-période réseau? Je vous rappelle, la période réseau, ça correspond à 2π. Or, VDC, c'est une fonction qui est pi périodique. Bon, toujours pareil, on a intérêt à faire un changement de variable et à raisonner en θ plutôt qu'en temps. Et donc, ça, on veut exprimer cette ondulation de courant en fonction de l'inductance de lissage. Donc, en fait, on va être amené à calculer un VL égale LDI sur dt. Et le VL, on connaît sa forme, on sait qu'il passe par des valeurs positives et par des valeurs négatives. Et donc, en fait, on voit que pendant cet intervalle-là, VL étant positif, on va avoir un DIL sur dt qui est positif. Le courant croît pendant cet intervalle-là. Alors que pendant cet intervalle-là, le courant décroît, parce que VL est négatif. Première chose. Deuxième chose, on constate que ça, c'est décalé par rapport à ces deux instants en 0 et pi, mais l'intervalle ici dure pi. Parce que la durée de ce petit bout-là correspond à la durée de ce bout-là. Donc en fait, on a tout translaté vers la droite, et donc on a une durée de angulaire pi, c'est-à-dire une période, pour ce signal VL. Et entre θ1 et θ2, on voit que VL va être positif. Et donc va croître. Et le courant va croître. Alors que entre θ2 et cet instant-là, et donc ce troisième angle-là, la tension va être négative et ça décroît. Donc le courant croît, puis décroît. Donc forcément, ici, on part d'une valeur minimale pour aller à une valeur maximale et on va revenir à la valeur minimale ici. Donc il va être intéressant d'intégrer,
en fait, le VL sur l'intervalle θ1 et θ2. Avant d'en arriver là, première chose à voir, c'est qu'en fait, il y a un axe de symétrie. Là, l'angle ici, c'est pi sur 2. Et donc, en fait, θ2, ça peut s'exprimer en fonction de θ1. C'est tout simplement pi moins θ1. Donc, en fait, il y a juste à connaître θ1 pour pouvoir définir complètement l'intégrale dont on va avoir besoin, parce qu'on va intégrer une fonction dont on connaît l'expression, et avec des bornes d'intégration dont on peut calculer la valeur. Donc, pour calculer θ1, en fait, l'angle θ1 est celui pour lequel VDC de θ, la courbe rouge, est égal à la courbe bleue. Et donc, la courbe rouge, c'est Vmax sinus θ. Et donc, ça doit être égal à cet instant-là, à cet angle-là, θ, égale θ1, à 2 Vmax sur pi. Donc, les Vmax s'en vont. On va avoir sinus θ1 égale à 2 sur pi. Donc, θ1 est égal à arc sinus de 2 sur pi. Et donc, ça vaut à peu près 0,690 radians. Ensuite, donc, on a les bornes d'intégration. Maintenant, il va falloir poser l'intégrale. Donc, entre θ1 et pi moins θ1, le courant IL est croissant, puis décroissant sur la fin de sa période. Il varie donc entre sa valeur minimale à θ égale θ1 et sa valeur maximale à pi moins θ1. Donc la formulation est la suivante. Donc là j'ai réécrit la phrase telle quelle. VL de t est égal à L dIL sur dt. En changement de variable, ça devient un VL de θ égal à L oméga dIL de θ sur dθ. En fait, il suffit de remplacer t par θ sur oméga, et donc θ sur oméga, le oméga passe au-dessus. Et donc IL min, ça correspond à IL de θ1, IL max, c'est IL de pi moins θ1. Donc l'inversion de cette dérivation va nous donner un delta IL, qui IL max moins IL min est égal à 1 sur L oméga. Donc le L oméga, je le fais passer de l'autre côté. 1 sur L oméga, intégrale entre θ1 et θ2 qui vaut pi moins θ1 de VL de θ dθ. Alors au passage, j'avais fait une coquille, j'avais oublié de le corriger à cet endroit-là. Donc il faut que je fasse la correction ici. C'est pas un cosinus, c'est un sinus. Normalement, la suite doit être corrigée, sauf si j'ai oublié encore un slide. Donc Vmax facteur de sinus θ moins 2 sur pi. Donc ça, c'est bien VL, parce que c'est VDC moins VR de Vmax sur pi. Donc en fait, là, on vous demandait d'exprimer delta IDC, c'est delta IL, hein, ça revient au même. Et c'est tout, en fonction de L. Maintenant, l'hypothèse de départ de cette étude étant une ondulation de courant nul, les résultats obtenus sont approximatifs. Mais pour justifier a posteriori le raisonnement, calculer la valeur de L permettant de limiter delta IDC, crête à crête, à 10% de la valeur moyenne. Alors si on a une ondulation crête à crête de 10%, ça veut dire que, alors c'est pas symétrique, mais l'ondulation sera à plus ou moins 5% de la valeur moyenne. Il n'est pas déraisonnable de dire qu'une ondulation de plus ou moins 5% peut être négligée. Et donc le raisonnement de dire que le courant IDC est quasiment constant est assez valable si on choisit une valeur de L qui permet de respecter ça. Donc, delta IL égale ça. En fait, il faut bien voir que delta IL est fixé. 10% de 25,5 ampères, c'est-à-dire 2,55 ampères d'ondulation crête à crête du courant. Oméga, c'est quelque chose qui est connu, c'est 100 pi radians par seconde. Et la fonction qu'on a là, Vmax est connue, et donc les bornes d'intégration sont connues, parce que θ1 vaut à peu près 0,690 radians. Donc en fait, la seule chose qui n'est pas connue, c'est L. Et donc, on voit qu'avec cette équation, on sera capable de répondre à la question. Il suffit d'inverser la relation.
L est égal à 1 sur delta IL fois oméga, le tout multiplié par l'intégrale qui reste à calculer. Donc là, cette intégrale à calculer, il faut rappeler qu'on a les données du problème qui sont nécessaires pour le calcul effectif. Oméga, ça vaut 100 pi radians par seconde. Delta IL, ça vaut à peu près 2,55 ampères. Θ1, ça vaut arc sinus de 2 sur pi, c'est-à-dire à peu près 690 radians. Et Vmax, ça vaut 325 volts. C'est 230 fois racine de 2. Ça vaut à peu près 325. Donc, première chose, en fait, cette intégrale, je vais la noter psi, et je vais en faire son calcul. Donc psi, c'est intégrale de θ1 à pi moins θ1 de Vmax fois, entre parenthèses, sin θ moins 2 sur pi, le tout fois dθ. Donc le Vmax étant une constante, on le sort de l'intégrale, et puis l'intégrale d'une différence, c'est la différence des intégrales. Donc là, j'ai scindé en deux termes l'intégrale. Et il y a un des deux termes, c'est on intègre une constante. Donc on peut sortir le 2 sur pi de l'intégrale, et on va intégrer dθ entre θ1 et pi moins θ1. Donc là, ce deuxième terme, il est trivial à calculer. On a tout simplement 2 sur pi fois pi moins 2θ1. Et donc il reste l'intégrale de sin θ dθ entre θ1 et pi moins θ1. Donc la ligne du haut, je la change jamais. C'est un rappel de la chose qu'on a à calculer. Et en bas, je poursuis les calculs. Donc là, on va remplacer sin θ par sa primitive entre crochets. Donc on va avoir moins sin θ pris entre θ1 et pi moins θ1. Et à partir de là, on va avoir du moins cos de pi moins θ1 plus cos de θ1. Or, moins cos de pi moins θ1, ça va faire cos de θ1. Donc en fait, on va avoir du 2 cos de θ1. Donc là, j'ai développé. Mais donc, moins cos de pi moins θ1, c'est égal à plus cos de θ1. Donc on va avoir 2 cos de θ1. Moins 2 sur pi, facteur de pi, moins 2 θ1. Alors le fait est qu'il y a un 2 qui va pouvoir se mettre en facteur, et pi sur pi, ça vaut 1. Et ensuite, on va avoir ce résultat-là, en fait. Moins 1 plus 2 θ1 sur pi. Et donc la valeur numérique, parce qu'on a toutes les données nécessaires pour faire l'application numérique, ça vaut 136,9 volts. Bon, c'est homogène à des volts. Tout ça étant sans dimension. En particulier, ça c'est des radians de toute façon, divisé par des radians. Donc tout ça c'est homogène à des volts. Et donc si on remplace psi par sa valeur, L égale psi sur delta IL fois oméga, et ça donne une inductance L de 171 millihenry. Alors qui est d'assez forte valeur déjà, 171 millihenry avec un courant de 25 ampères qui passe dedans, pour que ça ne sature pas, c'est déjà une grosse bobine. Mais bon. Alors, là, j'en ai fini avec les questions qui étaient réellement posées dans cette partie du TD. Mais, alors, pardon, c'était masqué, il n'y a pas eu de questions, non ça va. Donc ce type de charge, il est représentatif des machines que l'on souhaite alimenter à courant constant, donc les charges sont naturellement inductives, mais on peut être amené déjà à mettre une inductance supplémentaire en série. Alors, alimenter une machine avec un redresseur, c'est rare. Là où ça peut arriver, c'est quand on alimente l'inducteur d'une machine à courant continu à excitation bobinée. Et là, le fait est qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une inductance supplémentaire parce que l'inductance d'un inducteur est d'assez forte valeur. En tout cas, la constante de temps du circuit est très très longue, donc on peut imaginer ce cas de figure. On a un réseau monophasé, on redresse et on alimente l'excitation de la machine avec ce dispositif, et donc ça peut être représentatif d'une vraie application.
où il n'y a pas vraiment besoin de commander quoi que ce soit. En tout cas, pas toujours. Mais le fait est que la plupart du temps, un redresseur, c'est par exemple pour alimenter un hacheur ou un onduleur, et donc il va falloir recréer une source de tension en aval. Donc là, l'idée, c'est on a une bobine en série avec notre redresseur qui va lisser le courant, mais donc en parallèle avec la charge à alimenter, on met un condensateur, C en parallèle avec R. Et donc ça réalise un filtre passe-bas du deuxième ordre. Donc là, j'ai défini une tension Vout pour un VDC qui est la tension fournie par le redresseur. Et donc, le L, on l'a calculé en considérant que la tension au bord de R était quasiment constante. Le fait de mettre un condensateur en parallèle va renforcer cette hypothèse-là. Le condensateur, il est là pour lisser la tension. Donc, bien évidemment, avec le condensateur, on aura plus facilement respecté la condition de départ de l'étude de l'ondulation de courant. Donc le calcul de L est inchangé dans cette configuration par rapport à un circuit RL. Et une fois qu'on a calculé L, il convient de calculer C pour correctement lisser la tension. Et ça, on peut le faire en posant la fonction de transfert de notre filtre. Donc tout calcul fait, on va avoir une fonction de transfert du deuxième ordre avec un deuxième ordre dénominateur qui est complet, donc c'est sous forme canonique, 1 plus L P sur R plus LC P carré, donc je vous rappelle que P c'est la variable de Laplace qui vaut J oméga en régime harmonique. Et donc on identifie ça à un deuxième ordre avec un coefficient d'amortissement Z et avec une pulsation oméga 0. Donc le R étant ce qu'il est, le Z on va pas pouvoir le régler comme on le souhaite. Par contre ce qu'on peut régler clairement c'est oméga 0. Donc oméga 0 c'est 1 sur racine de LC, quand on identifie le deuxième ordre ici avec le deuxième ordre qu'on a là, 1 sur racine de LC. Et donc L étant fixé, la dernière chose que l'on a à faire, c'est correctement choisir l'oméga 0. Et donc l'oméga 0, une idée toute bête, c'est vous connaissez la pulsation fondamentale des ondulations fournies par le redresseur, c'est typiquement du 100 Hz, donc 2π fois 100, donc c'est-à-dire 200 pi radians par seconde, et donc vous voulez correctement atténuer cette ondulation, et correctement atténuer, c'est par exemple mettre la cassure de notre filtre, notre oméga 0, une décade avant la pulsation des ondulations. C'est plus ou moins exagéré, mais c'est un point de départ en tout cas. Et donc, si vous avez une pulsation d'ondulation à 200 pi radians par seconde, il va falloir fixer, par exemple, à 20 pi radians par seconde, la pulsation oméga 0. Donc 20 pi radians par seconde, elle étant connue, calculée précédemment, 171 millihenry, il ne vous restera plus qu'à calculer le C. Alors, c'est pas ce qui est demandé dans cet énoncé-là, mais donc là, c'est relativement trivial, et donc je vous laisserai réfléchir à ça pour un titre d'exercice. C'est typiquement une fin d'examen d'MC7, une fin de finale. On étudie un redresseur qui est amené à alimenter un onduleur, et donc il faut mettre en œuvre un filtre entre les deux. Alors, petit détail concernant le sujet de TD, il y a une deuxième partie du sujet de TD qu'on ne va pas traiter. Alors là j'ai été relativement rapide, j'espère qu'il y aura des questions parce que pour l'instant il n'y en a pas. C'est le redresseur à capacité en tête. Donc là c'est un exercice que j'ai jamais fait en séance de TD, déjà parce que j'avais pas le temps, mais c'est juste une sensibilisation au fait que dans pas mal de convertisseurs, on fait des économies. Une bobine, c'est du fer et du cuivre, c'est assez cher.
les condensateurs, c'est pas trop cher, et donc il est fréquent que les fabricants fassent des économies et vous fournissent un redresseur avec une capa directement en sortie du redresseur pour lisser la tension, sans bobine entre les deux. On va dire que c'est assez éloigné des règles de l'art, mais c'est pas du tout éloigné des pratiques réelles, et donc c'est ce qu'on appelle un redresseur à capacité en tête. Donc l'effet que ça a, c'est extrêmement néfaste en termes de facteur de puissance. En fait, un redresseur de cette nature-là a un très mauvais facteur de puissance, a de grosses distorsions harmoniques, et va générer des perturbations sur le réseau. Mais n'importe quel petit appareil électronique branché sur le réseau, en règle générale, c'est comme ça que c'est fait. Un redresseur, un transformateur pour abaisser la tension, un redresseur et un condensateur derrière pour lisser la tension. Donc ça, vous n'aurez pas eu l'occasion de le voir. Alors, la question 1.3, je comprends pas pourquoi on choisit pi comme période d'intégration alors que la période du réseau est 2pi. La question 1.3. Alors, 1.3. Pourquoi on utilise pi? Tout simplement parce que la période c'est pi. C'est pas la tension réseau qu'on intègre, c'est la tension VDC. Et VDC, sa période c'est pi. Parce qu'entre pi et 2pi, ça refait la même chose qu'entre 0 et pi. Alors, donc je reprends juste pour présenter qualitativement comment ça se passe. Un redresseur à capacité en tête, en fait vous avez une situation qui est assez différente du redresseur classique. Vous avez de la conduction discontinue. En fait vous avez des laps de temps assez importants pendant lesquels aucune diode ne conduit. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous allez alimenter la première fois votre redresseur, en fait, vous allez soumettre une tension sinusoïdale, et donc le condensateur étant déchargé en sortie du redresseur, la tension de sortie va recopier la tension réseau. Donc quand il y a une charge résistive, bon ça fait ça, hein, ça c'est l'allure de surcharge résistive. Et donc voilà ce que ça donne sur charge capacitive. En fait, pour la première alternance, vous chargez le condensateur, et ensuite, quand la tension réseau commence à chuter, en fait, vous allez vous retrouver dans une situation autonome où vous allez avoir un condensateur et une résistance en parallèle, et la tension aux bornes de circuit, vous allez avoir une décharge exponentielle de la tension du condensateur dans la résistance. Donc vous allez avoir une tension de la forme phi0 exponentielle de moins t sur tau. Et donc cette exponentielle, si elle a une constante de temps très très longue devant la demi-période réseau, votre demi-période réseau fait que la tension réseau chute beaucoup plus rapidement. Et donc le circuit va se débrancher légèrement après le sommet de la sinusoïde. Aucune diode ne conduit, et donc le circuit RC est autonome, et il restera autonome jusqu'à la prochaine demi-alternance réseau où l'exponentielle va intercepter la sinusoïde. Et donc à partir de cet instant-là, vous allez recharger le condensateur jusqu'à une certaine tension, et à nouveau au sommet de la sinusoïde, légèrement après, vous allez à nouveau décrocher. Et donc en fait, la première demi-alternance, c'est un régime transitoire, mais tout de suite après, vous allez arriver à un régime établi où les angles ici, cet angle-là, qui est pi sur 2 plus un quelque chose, delta, et cet angle-là, un pi plus gamma, ce sont les deux angles d'intérêt qui vont systématiquement revenir d'une période à une autre. Là, vous allez toujours avoir un décrochage après un intervalle d'angle delta, après le sommet de la sinusoïde.
Et donc ça mène à des calculs relativement compliqués. Il y a pas mal de changements de variables qui sont faits dans l'étude du circuit. Tout l'objectif, ça va être de calculer effectivement ces angles, delta et gamma. Et donc tous ces calculs, ça va nous mener au fait que les durées de conduction des diodes seront extrêmement brefs. Là, par exemple, avec les valeurs de composants qui sont données dans l'énoncé, vous allez avoir un arrêt de la conduction des diodes 1,82 degrés après le sommet de la sinusoïde. Et en ce qui concerne l'autre angle, est-ce que j'ai le... Oui, voilà. Le gamma, vous êtes à 81,2 degrés. Donc le gamma, si vous regardez bien, c'est l'angle qui sépare ça de la mise en conduction ici. Et donc 80,81 degrés, c'est très très proche de la sinusoïde, parce que du sommet du sommet suivant de la sinusoïde. Parce que entre cet instant-là et cet instant-là, vous avez pi sur 2. Donc 90 degrés entre là et là. Et donc là, en fait, vous remettez en conduction les diodes à 81,2 degrés. Donc en fait, la durée de conduction des diodes, ça va être à peu près 10 degrés autour du sommet de la sinusoïde. Sur un intervalle d'une demi-période qui est de 180 degrés. Donc en fait, quand le redresseur travaille 10 sur 180, une fraction du temps qui est de 10 sur 180, vous pouvez déjà vous imaginer le facteur de puissance que vous allez avoir avec un circuit de ce genre-là. Le facteur de puissance d'un redresseur à diode, il est très bon dans les cas d'études que l'on a traités, même sur une charge de type source de courant, tout simplement parce que les diodes fonctionnent tout le temps. En fait, il y a toujours une diode qui conduit pendant que l'autre est bloqué par cellule de commutation. Donc le convertisseur est relativement efficace. Alors efficace, c'est pas un rendement, un facteur de puissance. C'est un degré de bonne utilisation du circuit électrique. Quand vous avez un facteur de puissance élevé, ça veut dire que vous utilisez bien votre circuit électrique. Quand vous avez un mauvais facteur de puissance, c'est que vous l'utilisez mal. Et donc là, très clairement, avec les... alors pourquoi ça le... Alors, je vérifie que vous voyez bien ce que je veux vous montrer. Là, vous l'utilisez pendant une durée angulaire très très faible par rapport à la demi-période qui est normalement complètement utilisée quand on a une charge de type source de courant. Et donc, décidément, je veux pas copier... Ah, c'est pénible ça. Bon, bref. L'effet que ça va avoir, hein, c'est un très mauvais facteur de puissance. Donc là encore, là les calculs étaient relativement exacts, mais pour faire un calcul effectif du facteur de puissance, ça devient très lourd à faire si on simplifie pas l'étude. Donc là, l'hypothèse que j'ai faite, c'est que sur le sommet de la sinusoïde, le courant qui va être absorbé par notre redresseur, je l'assimile à une constante. Et donc là, je fais une hypothèse pour injecter la puissance souhaitée en sortie. Je calcule la valeur du courant nécessaire pour injecter la puissance considérée. Et donc, bon, ça vous donne une valeur de 10,45 kW. Bon, peu importe. Le but étant qu'à la fin, on soit capable de calculer une certaine valeur du courant. Et le résultat final que l'on obtient, donc c'est des courants très très importants, de 549 ampères pour faire du 10 kW, ce qui peut sembler quand même bizarre, hein, parce que quand vous faites 549 que multiplie 230 volts,
ça devrait faire une puissance qui est assez colossale. Mais donc, en fait, dans le calcul de la puissance, le I0 sur racine de 2, c'est ce que l'on aurait si on avait un courant parfaitement sinusoïdal. Et là, vous le multipliez par un nombre qui est assez petit, 0,117. Et donc, c'est ça qui va faire qu'à la fin, vous avez un taux de distorsion harmonique qui est énorme, 93,9%. Donc, ça veut dire que les harmoniques de courant portent beaucoup plus de valeur efficace que le fondamental. Quand on arrive à ce niveau de taux de distorsion harmonique, c'est vraiment pas bon. Et au niveau du facteur de puissance, vous trouvez un facteur de puissance de 0,34. Donc qui est quand même très éloigné du 0,900 de tout à l'heure. Et donc ça, c'est un petit peu... en fait, c'est la morale de l'histoire. C'est un petit peu comme dans la vie de tous les jours. Si pour préparer des examens, vous, au lieu de travailler tout un semestre, vous travaillez 2-3 jours avant les examens, ça demande des efforts extrêmement violents pour arriver au même résultat. Et ça peut éventuellement ne pas être possible. Là, c'est pareil. Si votre convertisseur a la possibilité de travailler sur un intervalle angulaire de 180 degrés, mais que vous restreignez son utilisation à seulement 10 degrés, eh bien, vous allez devoir faire un travail que vous pouviez faire pendant tout ce temps-là en un temps nettement plus bref. Et donc, ça va demander un travail nettement plus intense. Donc, des pics de puissance nettement plus violents. Et donc, vous êtes obligé de surdimensionner les interrupteurs. Alors, le fait est que les optimums technico-économiques font que pour des convertisseurs de faible puissance, le prix à payer si on veut faire travailler le convertisseur tout le temps, c'est de rajouter un composant qui est assez lourd, assez coûteux, et que le silicium coûtant moins cher, il est plus judicieux d'utiliser des diodes surdimensionnées que de rajouter un composant supplémentaire par ailleurs. Donc c'est toujours un choix. Le gros problème de ce phénomène-là, alors que vous ne pourrez pas voir en TP, malheureusement, qui se voyait dès le TP1 sur le gradateur, c'est que quand on observe les tensions présentes sur le réseau, en salle de TP, elles ne sont pas sinusoïdales. Elles sont même assez déformées. Et curieusement, c'est au sommet de la sinusoïde que la déformation est visible. Vous avez des tensions qui seraient pas loin d'être sinusoïdales, mais qui sont aplaties au sommet. Et la raison, elle est toute simple, c'est que vous avez de multiples charges qui vont absorber du courant juste au sommet de la sinusoïde. Parce qu'il présente un étage d'entrée de ce type-là, redresseur avec capacité en tête. Et donc dès que vous avez un oscilloscope, n'importe quel petit appareil de laboratoire, des ordinateurs, etc., des imprimantes, eh bien, l'étage d'entrée étant comme ça, même s'il consomme une puissance assez faible, individuellement, ils se comportent tous de cette manière-là. Et encore plus malheureusement, leur comportement est totalement synchrone. Ils vont tous absorber un courant important au sommet de la tension réseau, qui est commune à tous les équipements branchés sur la même phase. Et donc ça, c'est très très gênant parce que ça a un effet significatif. Là encore, pour donner une petite analogie, des comportements collectifs synchronisés peuvent avoir des impacts visibles à l'échelle macroscopique. Par exemple, la consommation d'eau des ménages, elle a tendance à avoir des pics à certains instants particuliers dans la journée. En particulier pendant les pauses publicitaires à la télévision vers 21h. Parce que tout le monde va au WC à peu près en même temps pendant les pages de publicité. C'est exactement le même phénomène qui se produit ici. Vous avez des consommateurs d'électricité qui sont branchés tous sur le même réseau, qui ont des consommations modérées de manière individuelle, mais qui vont tous consommer en même temps au sommet de la sinusoïde, et avec cet effet collectif vont avoir un effet visible à l'échelle d'un réseau qui est quand même assez puissant. Et mine de rien,
quand on fait un bête calcul d'équipements de ce genre installés dans, dans plein d'installations domestiques, dans plein de foyers en France, en termes de facteurs de puissance, le coût que ça peut engendrer, c'est l'ordre de grandeur, c'est une ou deux tranches de centrales nucléaires qui sont mis en œuvre inutilement à cause d'un mauvais facteur de puissance. Parce que ça finit par devenir significatif. Parce que le problème, il est là, c'est que le facteur de puissance, quand vous allez consommer du courant, même s'il n'est pas réellement utilisé pour fournir de la puissance utile au niveau de votre application, le courant doit quand même être fourni par le réseau. Et dès que vous atteignez un certain seuil, le réseau doit être modifié, enfin il va falloir fournir plus de mettre en marche plus de générateurs que nécessaire à cause de ce simple courant déformé. Donc là, c'est des points de détail, mais c'est des points de détail qui sont importants. Et pour la petite histoire aussi, donc ça, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas dans le cours d'MC7, qui parfois est évoqué dans le cours de N14, mais là, cette année, ça sera peut-être pas le cas, parce que il y aura peut-être pas la séance de cours nécessaire pour ça. Il y a une introduction, ce qu'on appelle la compatibilité électromagnétique. Donc quand on commercialise des équipements électriques, en particulier avec de l'électronique de puissance, qui va être accordée sur le réseau, mais pas que d'ailleurs, on doit respecter certaines normes, et parmi les normes, il y a des normes de pollution du réseau électrique, avec des harmoniques basse fréquence. Donc les équipements, suivant leur catégorie, doivent respecter certaines règles. Et le fait est que les règles sont très très avantageuses pour des appareils de très faible puissance. En fait, vous avez des gabarits temporels à respecter. Le courant doit passer dans un certain gabarit temporel pour satisfaire une norme. Et le truc rigolo, c'est que le gabarit temporel pour des équipements électroniques de faible puissance, il est exactement de la bonne forme pour faire en sorte que les courants comme celui que j'ai donné là passent la norme. Un courant qui est impulsionnel, centré au milieu d'une alternance réseau, donc centré avec le maximum de la tension réseau, ce courant impulsionnel passe la norme. Alors qu'un courant sinusoïdal ne la passe pas. En fait, si vous aviez un courant parfaitement sinusoïdal, il serait non conforme. Alors, en exagérant un peu, mais on n'en est pas loin. En fait, la norme a été faite pour que des composants polluants, enfin que des équipements polluants passent la norme. Bon, ce qui est un peu logique parce que les normes sont souvent mises en place sur la base d'un, on va dire, d'un consensus entre un groupement d'industriels, et les industriels vont pas se tirer une balle dans le pied en se donnant à des normes trop contraignantes à respecter, parce que donc très clairement, pour arriver à avoir un courant sinusoïdal avec un redresseur, il faut mettre en œuvre un équipement qui est relativement coûteux, alors qu'on retrouve dans des PC par exemple, les alimentations de PC fixes, hein, PC de gamer par exemple, là vous pouvez avoir des puissances qui dépassent 600 watts. Et 600 watts, généralement, c'est un seuil au-delà duquel on a des normes un peu plus sévères à respecter. Et donc là, on met en œuvre ce qu'on appelle un PFC, un Power Factor Corrector. Donc c'est un redresseur associé à un hasher en aval qui va faire en sorte que le courant absorbé soit parfaitement sinusoïdal et corrige le facteur de puissance pour atteindre un facteur de puissance quasiment unitaire. Donc c'est quelque chose que l'on retrouve sur les alimentations de PC, et à des puissances plus modérées, on le trouve aussi sur l'éclairage. Les tubes fluorescents, je vous en ai
parlé peut-être précédemment, les tubes fluo que vous avez dans les salles de cours ou dans les usines ou enfin un certain nombre d'endroits, pour les démarrer, donc historiquement on utilise un ballast, un dispositif avec une bobine qui crée une surtension à la mise en marche du tube et qui est en série avec le tube. Et donc ça, le facteur de puissance n'est pas très bon, mais donc sur des formes modernes de tubes fluo, on utilise ce qu'on appelle des ballasts électroniques. Et donc dans le même boîtier que la bobine historique, vous avez un convertisseur électronique de puissance qui va faire en sorte que le courant soit parfaitement, le plus proche possible d'une sinusoïde. Même si on dépasse pas les 600 watts, dans le cas de l'éclairage, vu que c'est des équipements qui sont en très grand nombre et utilisés très longtemps, là les normes sont quand même assez sévères, nettement plus sévères que pour d'autres types de charges. C'est quelque chose d'à part, un petit peu à part.